Eh ben c'est parti. Alors on est ensemble donc pour 1 heure. Donc l'idée aujourd'hui c'est de présenter un métier avant tout. On va parler d'une formation qu'on dispense à l'ASDER bien sûr, mais on a voulu lui donner aussi une dimension proche de la réalité pour parler un petit peu du photovoltaïque aujourd'hui. C'est pour ça qu'il s'intitule Être artisan du photovoltaïque aujourd'hui. Et qu'il participe notamment Julien Gouin qui est cofondateur donc de l'entreprise Smarto et moi-même, donc Lara Brouillet, qui suis responsable de la formation installateur photovoltaïque à l'ASDER, ainsi que ma collègue donc Delphine, qui est en charge du recrutement des apprenants et des apprenantes chez nous, et qui va Bonjour. prendre la suite pour se présenter et présenter un petit peu l'ASDER en premier lieu. Tout à fait. Merci Lara. Bonjour à tous et à toutes. Delphine Dussault, je m'occupe de recruter les personnes qui rentrent en formation et de suivre les personnes pendant leur parcours de formation. Je vais vous présenter l'ASDER. Donc l'ASDER, en fait, on est une association loi 1901. On agit, on a plus de 40 ans d'existence et notre mantra, c'est d'agir pour la transition énergétique et solidaire de tous. Aujourd'hui, l'ASDER, on est une soixantaine de collaborateurs et on a organisé en deux pôles distincts. On a d'un côté le service local de l'énergie qui accompagne les particuliers, les copropriétaires, les collectivités dans leurs projets de rénovation de leur habitat ou de sobriété de leur bâtiment. Ça, c'est une première partie, donc et nos collègues travaillent uniquement sur la Savoie et la Haute-Savoie. Et l'autre grand pôle, c'est l'école du bâtiment durable, où là, nous, on est centre de formation. Donc, le centre de formation existe depuis la création de l'ASDER, depuis la création de l'association. On est centre de formation par l'apprentissage depuis 2019 et nous, on agit, on a un rayonnement plutôt au niveau national, c'est-à-dire qu'on accueille des personnes qui viennent de toute la France pour venir se former au métier de la transition énergétique. On a la chance aujourd'hui d'être basé à Chambéry et on a des locaux avec des salles de classe, mais surtout on a des plateaux techniques sur lesquels qui sont à proximité de nos bureaux et sur lesquels en fait vous avez la possibilité sur les métiers et les formations métiers qui nécessitent de la mise en pratique, de pouvoir mettre en pratique justement en conditions réelles. Euh, on a aussi, comme on a 40 ans d'existence, on a développé un réseau important de partenaires et d'entreprises avec lesquelles on travaille, ce qui apporte une richesse à notre centre de formation et à notre association. Et on a un éventail de formations diverses. On a des formations en ligne pour s'acculturer au métier de la transition énergétique. On a des formations courtes pour les professionnels du métier du bâtiment qui souhaitent se perfectionner ou faire un pas de côté sur leur activité. Et enfin, on a les formations pour se reconvertir à un métier, dont fait partie la formation installateur PV. Et on a des formations qui vont de niveau CAP, comme ouvrier professionnel en construction, jusqu'au niveau Bac+5, où là, on a une formation d'expert de la transition énergétique. On a une sorte de formation Calliope et, euh, et, euh, et voilà pour le centre de formation. Je pense que j'ai fait le tour. Je te relaisse la main, Lara. Ça marche. Merci beaucoup Delphine pour cette présentation de l'ASDER. On va effectivement enchaîner en rentrant un peu plus dans le cœur du sujet. Donc l'idée c'est de parler un peu de la filière photovoltaïque aujourd'hui en France et Dieu sait qu'il y a des choses à en dire. C'est aussi pour ça que c'est un milieu qui est passionnant, hein. C'est que le cadre réglementaire bougeant quand même régulièrement et les technologies évoluant très vite aussi. Les deux dialoguent pas toujours de manière très synchrone et mais malgré tout il faut trouver un petit peu son bout de chemin à travers tout ça. Donc on va prendre le temps d'en parler un petit peu, à commencer par l'illustration des temps de changement sur le premier trimestre de cette année 2025 notamment sur le photovoltaïque de petite puissance. Donc si vous connaissez un petit peu le milieu du photovoltaïque et que vous participez aujourd'hui à ce webinaire, que vous connaissiez ou non d'ailleurs, on va faire un petit rappel du contexte réglementaire qui a évolué donc assez récemment. Le premier point, donc, c'est la modification des tarifs pour les petites puissances. En mars, donc, l'arrêté tarifaire qui a été publié à la fin du mois
a mis un vrai coup de frein pour la revente de surplus. Pour les petites installations, hein, le prix a été divisé par un peu plus que 3. Pour les installations qui avant, donc c'est-à-dire qui concernent essentiellement les particuliers, hein, raisonner plutôt en se disant, bah, moi j'ai telle surface de toiture, donc je vais équiper et je verrai bien ce que ça me donne en productible. Derrière, je vais pouvoir revendre en valorisant. Bah, aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça va fonctionner, puisqu'en fait, la revente de surplus ne devient pas très intéressante d'un point de vue économique. Donc on va raisonner plutôt sur de l'autoconsommation et sur de l'estimation des consommations et du routage de l'énergie produite pour savoir à quel moment je vais utiliser l'énergie que j'aurais pu récupérer du soleil pour alimenter ma pompe à chaleur, ma machine à laver ou ma batterie de voiture par exemple. Donc il y a une petite modification de l'approche de cette thématique qui est à prendre en compte. Et par ailleurs, pour les plus petites puissances, hein, de 100 à 500 kilowatts, donc là on est plutôt sur des toitures d'envergure industrielle ou sur du bâtiment tertiaire ou autre, il y avait une obligation d'achat avant qui était donc un tarif sécurisé sur 20 ans et une garantie que l'électricité produite soit achetée à un tarif réglementaire qui disparaît et qui laisse la place à un appel d'offres simplifié qu'on met entre guillemets ici parce qu'on n'en connaît pas encore les règles dans les détails et que le diable se cache dans les détails souvent, bien souvent, et qu'en l'occurrence ici, il y a beaucoup de choses qui se joueront autour des règles du jeu, de cet appel d'offres simplifié, pardon qui induira sans doute de nouveaux modèles financiers, une nécessité de transformation aussi de l'accompagnement du financement de ces projets d'un point de vue économique par les banques, tout un ensemble de sujets sur est-ce qu'on cloisonne ou pas l'appel d'offres en fonction des technologies, est-ce qu'il y aura un appel d'offres spécifique pour les ombrières de parking par exemple, est-ce qu'il y aura une distinction qui sera faite par techno ou pas, aujourd'hui on n'a pas encore la réponse et c'est des choses qui vont s'écrire dans les semaines qui viennent. Euh, Deuxième point donc à tirer en conclusion de ceci, ce que je vous disais, c'est qu'on va raisonner désormais en termes de potentiel de production plutôt qu'en vente, et en ajustant aux consommations réelles et aux usages d'énergie. Donc il y a un vrai savoir-faire qui va se développer autour de ça. Et la vente de surplus, quant à elle, en troisième point, peut se développer via des agrégateurs. C'est un savoir-faire qui est assez complexe aujourd'hui et qui pourra avoir tendance à se développer aussi. Mais en gros, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que bon, la publication du cahier des charges de l'appel d'offres simplifié est très attendue pour définir les contours d'éligibilité et les estimations des tarifs de candidature. Bon, ça c'est un jargon un petit peu technique, mais pour illustrer le fait qu'en gros, ça bouge et ça va avoir des impacts derrière sur les métiers directement. Donc les entreprises, elles vont devoir se transformer. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a quand même aussi des bonnes nouvelles qui sont attendues, ou en tout cas des choses sur lesquelles aujourd'hui on n'a pas encore de précision, mais qui permettent d'espérer un rebond du marché. Puisqu'il faut être réaliste, hein, aujourd'hui les carnets de commandes sont plutôt à l'arrêt, sur le résidentiel en tout cas pour le moins. En octobre, on attend un décret qui viendrait préciser donc les contours de la baisse de la TVA pour les installations photovoltaïques de moins de 9 kg. On attend un passage à 5,5 versus 10 à 20% aujourd'hui sur l'ensemble des systèmes permettant de les équiper. Et puis ensuite, en parallèle de ça, on garde quand même une dynamique dans les objectifs nationaux de solarisation, et notamment sur les parkings de plus de 1500 mètres carrés qui seront obligatoirement solarisés à partir de 2028, ou en tout cas, s'ils ne le sont pas, on devra démontrer qu'ils ne sont pas économiquement viables. Aujourd'hui, tous les bâtis tertiaires également, je dis aujourd'hui en 2026, tous les bâtis tertiaires de plus de 50, de 500 mètres carrés et puis tous les parkings de plus de 10 000 mètres carrés devront également être équipés. Moi, ce que je voulais vous dire du coup à travers cette introduction au sujet, hein, c'est que le solaire, ça reste une technologie éprouvée, ça reste une technologie maîtrisée, dont on connaît les coûts, à la fois pour le montage mais aussi pour le démantèlement. C'est une structure, c'est une filière renouvelable bien sûr et dont l'énergie est indépendante de tout conflit géopolitique, ce qui a quand même son importance aujourd'hui. Bref, ça c'est du réchauffé peut-être pour vous, mais ça reste important pour prendre du recul. Toutefois, le marché, lui, eh ben, reste très dépendant d'un cadre réglementaire qui évolue souvent, qui est fébrile et qui est parfois très paradoxal, voire schizophrénique, avec des indications contraires, parce qu'on a des grands plans de solarisation, mais derrière, ça se traduit d'un point de vue réglementaire par des choses qui sont aberrantes, voire qui sont à la limite du moratoire sur notamment les tarifs, comme on l'a vu juste précédemment. Donc, qu'est-ce que ça implique pour ça? Ça demande une montée en compétences de la part des entreprises et une grande adaptabilité aussi, bien sûr, pour prévoir les évolutions du marché à venir en fonction de ces annonces qui arrivent de manière un petit peu imprévue et qui engendrent un peu un phénomène de stop and go que des entreprises à la trésorerie solide peuvent encaisser, mais que d'autres auront plus de mal à absorber. Euh, donc ça, c'était un petit mot d'introduction sur le sujet que je voulais vous laisser pour commencer.
Je vous laisse ensuite avec Julien qui va vous parler du métier puisque lui, il a les mains dedans tous les jours et il saura en parler en connaissance de cause. Voilà. Eh ben, bonjour à tous. Donc moi c'est Julien Gouin, je suis un des cofondateurs de la société Smartoo. Donc pour faire simple, c'est une société qu'on a constituée en 2019. On était quatre associés au départ, on n'est plus que trois. Aujourd'hui, on compte 24 employés répartis sur trois agences en région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc le siège est toujours à Thonon-les-Bains, une agence à Grenoble, à côté de Grenoble, à Saint-Égrève, et une autre à Mornan dans le 69. Et une franchise, c'est tout récent, ça c'est le projet de développement, c'est une franchise sur Cahors. Donc voilà, on est positionné sur le marché du résidentiel principalement et un peu de tertiaire agricole jusqu'à 100 kilos. Et de plus en plus, on va aller sur des puissances au-delà. Mais on est attentif à ce qui se passe justement sur l'évolution des tarifs pour aller au-delà. Hop, je ne peux pas passer les slides moi-même, hein, je crois. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, Donc n'hésite pas à me dire. l'idée, c'était d'avoir un partage un peu d'expérience avec vous, notamment sur notre métier d'installateur et de société installatrice. Alors, pour vous parler de ce qui est le quotidien de notre société dans le photovoltaïque, c'est bien comprendre que c'est un métier qui intègre des notions de polyvalence. On est en toiture, on fait de l'électricité, on touche à de la couverture, il y a des notions de sécurité. Donc ça implique voilà, une connaissance assez large sur pas mal de domaines. Alors, pour représenter ça, je l'ai décomposé en trois grands axes, avec une partie technico-commerciale. Alors, le commerce, c'est moins technique, mais quand je dis technico-commercial, c'est qu'en amont, il y a toujours une étude de faisabilité, il y a une étude des besoins. Comme disait Lara, c'est qu'aujourd'hui, il faut être très précis dans son analyse, puisque la revente de surplus n'a pas de grand intérêt. Donc, c'est d'être toujours au plus proche de la consommation du client. Il y a presque un profil par consommateur en réalité, même s'il y a des grandes tendances générales. L'idée, c'est de coller au plus proche de la réalité du client et de ses évolutions. Quelqu'un qui n'est pas en retraite, ce ne sera pas la même consommation qu'un actif avec des jeunes enfants. Donc, il y a déjà une partie analytique qui entre en jeu chez le client. Euh, Cette analyse de consommation, de cette analyse, on en déduira un dimensionnement photovoltaïque, donc la puissance crête nécessaire par rapport à son orientation, etc., obtenir le productible qui sera pertinent. La réalisation d'un rapport de visite technique, puisque derrière, il y a des équipes techniques qui vont intervenir. Donc, il faut qu'ils soient en mesure de faire le projet, d'aller sur la réalisation de manière efficace. Et bien sûr, il y a aussi le chiffrage qui est la partie la plus viable pour nous économiquement. Donc, c'est de faire le devis en fonction de tous ces éléments clés. Donc, il y a vraiment un lien étroit. En tout cas, c'est notre approche à nous de lier technique et commerce et pas faire les marchands de tapis avec des devis au doigt mouillé, quoi. Alors, il y a différents outils qui existent sur le marché pour cela. Après, on ne va pas faire de publicité ici, mais il y a différents outils analytiques qui permettent d'être assez précis sur les projections de productibles et voire même de mesures de consommation si le client n'a pas vraiment tous les éléments à nous fournir. Un autre axe, c'est la partie évidemment électrique, puisqu'on est dans du photovoltaïque. Ce qui est assez perturbant pour certains électriciens en recrutement, c'est qu'on touche à du courant continu et du courant alternatif sur les mêmes installations. Donc, ça nécessite de connaître les deux. Et ça, voilà, c'est pas toujours évident, hein, parce que souvent, on a des très bons électriciens qui font du câblage depuis longtemps, mais d'arriver sur du courant continu avec les risques qui sont liés, ça peut être perturbant. Donc, il y a des choses à assimiler de ce côté-là. C'est quand même sur deux types de courants. Une partie câblage qui est le gros du travail sur la partie électrique, descente de câbles, faire transiter les câbles du toit jusqu'au sous-sol en général, où il y a le local technique, en tout cas le tableau général. Et il y a une partie qui va être de plus en plus liée à notre activité, c'est tout ce qui va être courant faible, ou en tout cas tout ce qui va être pilotage de communication, de mesure. C'est des choses qui aujourd'hui sont incontournables, notamment sur du pilotage de batterie, de charge, de délestage. Voilà, toutes ces choses-là rentrent vraiment dans la danse au quotidien maintenant, ce qui était moins le cas à l'époque. Donc là, il y a une vraie augmentation du volume d'activité sur ces systèmes en courant faible. Et il y a une partie mise en service qui n'est pas négligeable, hein, puisque
Aujourd'hui, tout est informatisé, tout est connecté, monitoré, supervisé. Donc, bah, il y a de la 4G, il y a de la Wi-Fi, il y a du Zigbee, il y a du CPL, il y a énormément de choses et ça demande aussi une forte communication avec le client. Donc, dans la mise en service, c'est surtout un échange oral, presque éducatif avec le client. Le technicien doit bah, prendre en main le téléphone du client, lui installer son application de monitoring, lui expliquer comment ça fonctionne, ce qu'il va voir, comment interpréter une courbe de production, une courbe de consommation. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour la plupart, le commun des mortels, un kilowattheure, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Donc il y a une petite phase voilà, qui est un bon petit quart d'heure où on prend le temps d'expliquer au client ce qu'il voit sur son application. On ne part pas comme des sauvages. Et ça, c'est hyper important. C'est ce qui fait que derrière, il y aura de la recommandation et une vraie compréhension de ce qu'on a installé. Le dernier axe, c'est la couverture, la toiture. Euh, le point essentiel aujourd'hui, c'est quand même la sécurité, hein. Il y a des règles, il y a des habilitations travail en hauteur qui sont à passer régulièrement, à recycler. Du matériel EPI, des équipements de protection individuelle qui sont à mettre à jour, à vérifier et à utiliser tant que ça peut se faire. Donc ça, c'est le premier point, c'est d'abord se mettre en sécurité, protéger les hommes qui sont sur le toit et qui d'eux-mêmes prennent conscience aussi que c'est leur vie qui est en danger et pas que la société. Donc ça, c'est un point essentiel dans cette partie-là. Et après, il y a le côté étanchéité, donc c'est pour protéger le client d'un éventuel risque d'inondation, pas d'inondation, mais d'infiltration, puisque là, on touche quand même à ce qu'il a de plus cher, hein, sa maison. Donc, on est sur son toit et on vient toucher à quelque chose qui était fonctionnel avant qu'on arrive. Donc le but du jeu, c'est d'être très précis dans l'approche et d'être très rigoureux, puisque juste avec le propre poids d'un poseur, on peut fendre une tuile sans s'en rendre compte et générer des infiltrations à terme. Donc voilà, la partie étanchéité, c'est le gros du sujet en toiture. Et puis le dernier point, c'est l'ancrage en charpente, puisqu'on vient solidariser l'équipement photovoltaïque à la charpente en respectant des process. Et bah, là, souvent, c'est du travail, c'est la partie la plus lourde, puisque des fois, il y a nécessité de réusiner légèrement la tuile pour qu'il n'y ait pas de contact avec le crochet. Voilà, on doit s'adapter à tous les profils de tuiles. Donc, des fois, c'est pas simple, parce que tous les systèmes ont été étudiés par les fabricants, le système de fixation, mais on a quand même un petit travail artisanal d'adaptation et de calage, même souvent, parce que les toitures sont jamais parfaitement planes. Donc voilà, ça, c'est aussi les compétences qu'il faut acquérir avec le temps. Et c'est des choses qui s'apprennent assez bien. Alors, le quotidien d'un installateur, donc là, je reviens vraiment sur la partie du technicien, celui qui va être sur le chantier. Je fais abstraction du commerce, là, ce coup-ci. Donc, ce qui est important, ça, c'est notre vision à nous, hein. Après, chacun travaille à sa manière, mais on est sur un travail. Là, je fais aussi une parenthèse sur la partie résidentielle. On est dans un travail qui peut être assez harassant, hein. C'est en plein cagnard l'été, en plein hiver, avec des températures très froides en Rhône-Alpes. Donc, pour pas pénaliser économiquement l'entreprise, il faut un certain rendement, enfin, un certain rythme. Donc, on met en place des process. Selon nous, c'est très important. Donc, c'est d'avoir des espèces de rituels. Ça fait un peu travail à la chaîne quand on parle comme ça, mais ça facilite énormément le travail. Ça permet de réaliser les chantiers dans des délais qui sont viables. Donc, avoir un certain rythme et une rigueur dans la préparation des chantiers. Toujours bien anticiper le projet, c'est-à-dire qu'il y a un rapport de visite technique qui est fourni par le commercial, le technico-commercial ou éventuellement un technicien qui a le rôle, ça dépend des entreprises, ça, qui a le rôle de réaliser les visites techniques. Donc bien anticiper, c'est une lecture permanente des chantiers à venir, prévoir des pièces d'avance, toujours avoir du rechange de pièces, toujours opérationnel. On a vite fait perdre une demi-journée pour une histoire de vis pas assez longue ou même d'un oubli simple d'un crochet qu'on n'aurait pas ou un étrier qui n'est pas à la bonne épaisseur. On perd vite une demi-journée si c'est pas bien anticipé et une demi-journée, bah, c'est très coûteux. Donc il y a vraiment ce côté anticipation, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un métier très polyvalent, donc il faut vraiment bien regarder dans l'ensemble ce qu'on fait. Et la préparation du matériel, bah, c'est pareil, c'est que chaque camion doit être prêt au départ et ça va jusqu'à à la recharge des batteries, ne pas arriver avec des batteries vides sur l'électroportatif. C'est des choses ça peut arriver, hein, l'erreur est humaine, mais arriver avec des batteries vides, bon, bah, c'est une catastrophe, hein. On perd tout de suite du temps. Donc vraiment préparer son matériel, un camion propre, et voilà, et du matériel d'avance.
Il y a la notion de visibilité. Là, ça va un peu au-delà du travail de technicien, mais visibilité, qualité. Donc, c'est toujours. Aujourd'hui, on est sur un marché qui évolue, mais l'image du photovoltaïque est en train de se redorer gentiment, mais on est passé par une période très délicate, puisque il y a eu beaucoup de ce qu'on appelle d'éco-délinquants par le passé, qui ont terni l'image du solaire avec des ventes à l'arraché, des ventes, voilà, des arnaques, hein, concrètement. Ce qui fait que les gens ont eu très peur de ce milieu-là. Ils voyaient passer des émissions à la télé avec des arnaques à tout va. Donc ça a fait un peu flipper les gens. Il faut dire aussi qu'il y a eu beaucoup de malfaçons. Alors ça, c'était inhérent aussi à l'intégration au bâti, ce genre de choses. Puis une filière qui n'était pas encore tout à fait mature. Donc les gens ayant peur aujourd'hui, il faut les rassurer. C'est notre rôle aussi d'installateur, tous autant qu'on est. Et c'est de montrer qu'en fait, on est sur une filière qui commence à être mature avec des gens professionnels et qui font du bon boulot. Donc ça passe par, là je l'ai précisé, mais des vêtements propres, en tout cas à la charte de l'entreprise, des camions et des outils propres, à arriver avec un métier qui est moderne et qui travaille proprement. Il y a la notion de finition, parce qu'on touche quand même à ce que les gens ont de plus précieux, c'est leur maison. Donc l'installation, bah oui, c'est des panneaux en toiture, un onduleur ou des micro-onduleurs, mais en réalité, bah, il y a une liaison électrique, hein, entre les deux, et c'est vrai que le passage de ce câble-là, ou ces câbles-là, peuvent un peu stresser les gens. Donc c'est sûr que si ça passe en pleine façade avec un tube Hiro en plastique, bon, bah, on saccage un peu le bien du client. Donc tout de suite, bah, ça dénigre un peu le matériel. Ça donne pas, pardon, ça donne pas aux autres envie d'en faire. Parce qu'ils se disent, bah voilà, c'est plus moche qu'autre chose et les gens sont pas forcément prêts à passer le cap des fois par rapport à ça. Donc toujours essayer de faire des finitions les plus fines. Nous, on a l'habitude de travailler par exemple avec des tubes aluminium en diamètre 32 pour remplacer les fameux tubes Hiro qu'on voit partout, et de les faire passer non pas en pleine façade, mais évidemment de longer les chenaux, les descentes de gouttière pour avoir ce côté métallique et avoir un petit côté esthétique et puis durable dans le temps, puisque l'alu étant inaltérable et donc corrosif, au final, on se retrouve avec quelque chose qui est, voilà, qui est propre. Et ça fait vraiment beaucoup parler les gens. Et c'est juste ces petits détails-là, des fois, qui font la différence et qui nous ramènent aussi de la clientèle. Faut pas oublier ça, c'est important. La propreté du chantier, c'est pareil, on fait beaucoup de poussière, hein. Si on réusine un peu les pièces, les tuiles, pardon, on coupe du tube, voilà, on découpe beaucoup de choses sur place. Toujours rendre un chantier parfait, bah, finalement propre, c'est gage aussi de recommandation et toujours une fois de valorisation du métier. En termes de visibilité, ben, on vend des produits, on installe des produits, c'est très ostentatoire, hein, c'est sur un toit, donc ça fait beaucoup parler. Dès que quelqu'un installe des panneaux, vous pouvez être sûr que les voisins, ça les intéresse, ça se voit, peut-être même encore plus qu'une piscine. Donc au final, ça intrigue beaucoup le voisinage, même s'il y a déjà des panneaux de déclaration préalables, etc. Ça fait parler et c'est très régulier que les voisins ou enfin, les gens proches viennent voir le chantier, ils font les curieux. Faut pas oublier qu'on reste une entreprise commerciale, hein, c'est-à-dire qu'on a du chiffre d'affaires à réaliser tous les ans. Et c'est vrai, quand les voisins viennent voir les techniciens, et ils veulent parler aux techniciens, hein, surtout pas aux commerciaux en général. En fait, les techniciens ont quand même ce rôle, ce lien aussi de passer le relais. Donc, ils laissent toujours une petite plaquette commerciale et puis ils prennent le temps de discuter avec les voisins pour expliquer ce qu'ils font. Et ça passe vraiment très bien parce que ça crée déjà un lien. Et derrière, après, on a rapidement des rendez-vous qui sont très qualifiés avec des gens qui ont un vrai projet au final. Et ils ont il y a une certaine crédibilité puisqu'on a équipé leurs voisins. Donc, en général, ça se passe plutôt très, très bien. Et il ne faut pas cracher sur ce phénomène-là puisque c'est le nerf de la guerre, c'est aussi le commerce. Voilà. Après, au niveau logistique, sécurité, donc la mise en place des EPI, alors il y aura toujours des techniciens qui rechignent à prendre le temps de s'harnacher, de s'équiper. Il y a une réalité aussi, il faut écouter les techniciens, c'est ce qu'on fait. C'est vrai que par moment, les EPI peuvent paraître plus dangereux que pas en mettre, mais c'est une croyance, hein, évidemment, parce qu'on a toujours des cordes qui nous traînent dans les pattes, et on travaille des panneaux de 25 kilos, donc des fois ils disent, bah oui, mais j'ai plus de chances de tomber sur le toit que de tomber du toit à cause de ces cordages. Il y a vraiment de la pédagogie à faire autour de ça. Mais c'est important parce que bon, c'est des vies qui sont en jeu et vaut mieux tomber sur une tuile que tomber au sol. Donc ça, c'est important à prendre le temps, même s'il faut mettre 1 heure pour s'équiper, ce qui est rarement le cas, mais fixer des crochets pour s'attacher, c'est quand même la base. Et après, bah, il y a une partie aussi du temps qui va être la mise en place du chantier, les outils de levage si nécessaire.
La préparation des équipements, on brasse des panneaux de 25 kg, donc comment les disposer en toiture, comment se les passer sans perdre beaucoup de temps. Encore une fois, la notion de temps rentre toujours en ligne de compte. Donc voilà le quotidien clairement d'un technicien chez nous. Après, je pense que d'une boîte à l'autre, on retrouvera toujours à peu près les mêmes choses. Entre une installation résidentielle et professionnelle, c'est pas les mêmes rythmiques, c'est pas les mêmes préparations, c'est pas les mêmes délais non plus de réalisation. Mais en tout cas, l'approche et le quotidien de l'installateur, ce sera très proche. Voilà. Hop. Alors, on est sur une profession qui est assez légiférée, qui a des contraintes. Alors déjà, l'énergie, c'est politique, donc on subit toutes ces variations tarifaires de rachat de surplus, etc. Ça, c'est la première chose sur laquelle on est tributaire. Donc ça, c'est le premier point. Il y a quand même des contraintes dans notre métier, faut en être conscient. Et on a des obligations administratives et légales. Alors, premièrement, il y a la notion de certification, donc, CALIPV ou CALIFELEC, avec son label RGE qui permet jusqu'à présent en fait d'assurer de la revente de surplus au EDF obligation d'achat. Donc ça, c'est obligatoire. Ça protège la filière, hein, sinon n'importe qui pourrait faire n'importe quoi. Mais c'est des contraintes aussi, il faut le prendre en considération, toujours être à jour, etc. Donc on a ces certifs-là dans notre domaine d'activité. Euh, Ensuite, il y a la notion d'assurance qui fait partie aussi du jeu. L'assurance décennale, alors ça apporte deux contraintes. La première, elle est économique, puisque c'est très coûteux, une assurance décennale. Il y a eu pas mal de déboires, comme je disais tout à l'heure, au niveau sur les couvertures, donc avec beaucoup d'infiltration, il y a eu pas mal de soucis, ce qui ont imposé aux assureurs de base de se prémunir de ces problèmes en augmentant les primes d'assurance. Donc aujourd'hui, un installateur paye entre 1,5 et 3% de son chiffre d'affaires en assurance décennale, donc ça représente des sommes assez importantes qu'il faut budgéter, provisionner et impacter directement sur le prix de vente. Donc quand on voit des prix sur le marché qui vont du simple au double selon les installateurs, ceux qui se mettent au plus bas, vous imaginez bien que l'impact économique au moment de payer sa décennale, ça peut être important. Et la deuxième contrainte liée aux assurances, c'est que bah là, c'est bien typiquement c'est un franco-français aussi, cet aspect de certification des produits, donc soit avis technique, CSTB, ou enquête technique nouvelle. Donc, c'est des certifications qui assurent en fait le bon fonctionnement, en tout cas la bonne compatibilité dans des conditions spécifiques entre le panneau et sa structure, voire sa couverture. Et donc, une fois certifié, on transmet ces certificats à notre assurance décennale qui valide le couple produit et en quel cas on sera couvert en cas de sinistre sur une installation. Donc ça limite, la contrainte, c'est que ça limite quand même un certain choix de produits, même si de plus en plus de produits sont sous avis technique ou ATEC, enfin ETN, pardon, beaucoup plus ETN d'ailleurs. Mais on ne peut pas s'amuser à croiser un panneau qui ne serait pas sous ETN avec une structure qu'on achèterait, je dis n'importe quoi, en Chine. Ça ne marche pas. Voilà, il faut vraiment s'assurer de cette compatibilité sous certif. Ensuite, il y a la partie administrative, enfin, au niveau des démarches. Donc ça, c'est pareil, c'est un gros point. Donc, beaucoup d'entreprises externalisent cette approche, que pas une mauvaise idée en soi. Passer un certain volume, ça a quand même un intérêt de le faire en interne, ce qui est notre cas aujourd'hui. Donc, c'est enfin, la réalisation de la déclaration, pardon, préalable de travaux en mairie. Donc ça c'est un peu de boulot quand même à réaliser. C'est surtout qu'il y a aussi des délais d'instruction donc, qui sont de l'ordre d'un mois. Donc ça, à partir du moment où le dossier est signé par le client, on sait qu'on doit automatiquement faire preuve de patience et attendre le mois. Alors des fois c'est plus rapide, mais passer ce mois, s'il n'y a pas de réponse de la mairie, le projet devient tacitement accepté. Il peut y avoir aussi des contraintes complémentaires dans les zones ABF, donc architecte des bâtiments de France, ce qui peut aussi retarder l'échéance, le délai étant plus long, et puis les projets peuvent être même refusés ou soumis à contraintes, typiquement intégration au bâti ou panneaux de couleur, tuiles, terracotta, par exemple, comme on peut voir. Donc ça augmente le prix du matériel, donc il faut faire signer le devis au client s'il accepte de payer une plus-value. Donc ça aussi, c'est des petites contraintes qu'on retrouve régulièrement. La suite, une fois que la partie administrative, la déclaration, donc l'arrêté de la mairie est accepté, on a une attestation de non-opposition et là, on peut attaquer le chantier. Et après le chantier, on fait une demande
de raccordement auprès d'Enedis. Donc, il y a un dossier de complétude qui permet de bloquer le tarif au moment où la demande est faite. Donc là, il y a un vrai suivi où il y a toutes les documentations produits à fournir, les certificats VDE pour le découplage au réseau, la documentation normative, les schémas unifilaires, voilà, cette partie-là qui est à fournir au GRD. Donc Enedis, bien souvent, ça peut être aussi des régies, on en retrouve un peu de partout en France. Mais le concept est le même, le suivi est globalement le même. Donc ça aussi une partie qui est assez lourde à suivre. Et une fois que tout ça est réalisé, il y a le consuel, le fameux consuel qu'on doit faire venir pour la vérification de l'installation électrique solaire. Alors il y a deux types de consuels. Il y en a un pour la partie élec pure, enfin la partie photovoltaïque, et l'autre qui est pour la partie stockage batterie. Ce pas les mêmes enfin, pas les mêmes formulaires à remplir. Ça complexifie aussi la donne, mais c'est obligatoire et il n'y a pas forcément de contrôle systématique à partir du moment où on a un certain volume d'activité. Il passe une fois sur 10 ou sur 20, c'est un peu au petit bonheur la chance. Et parfois, c'est l'organisme de formation QualiPV ou QualiFELEC qui organise des audits surprises, donc ils viennent au moment du consuel pour faire un audit, savoir si le dossier a bien été correctement présenté au client, s'il y a une vraie étude de rentabilité, une vraie étude de productible. Donc ça fait partie de ce que le technico-commercial doit réaliser. Donc ils veulent s'assurer que la démarche a été la bonne en termes de proposition. Ils ne regardent pas le prix, hein, c'est surtout la partie choix technique qui est contrôlée et après ils vérifient la partie électrique si c'est conforme. Donc voilà, il y a des contrôles ponctuels qui peuvent arriver. Et la dernière étape, bah, ça va être les bureaux de contrôle électrique, type APAV, ce genre de choses. Mais ça, c'est plutôt pour les projets industriels, enfin, projets pro, c'est obligatoire. Voilà pour les grandes étapes de la partie administrative. Au niveau des évolutions technologiques, donc on voit sur le marché arriver des nouveautés depuis quelques temps, hein. Donc il y a le stockage batterie. Alors, ça peut être physique ou virtuel, hein, donc batterie lithium, LFP, comme on voit le plus souvent aujourd'hui. Tous les fabricants d'onduleurs viennent avec leurs solutions aujourd'hui, maintenant de plus en plus, et le prix est clairement en baisse. On voit le coût du kilowattheure qui baisse quotidiennement, régulièrement. Enfin, on va arriver bien en dessous de 250 $ le kilowattheure là, dans les semaines, mois à venir. Euh, donc, ouais, on s'attend à une vraie envolée sur cette partie-là. Euh, Avec la TVA réduite à 5,5, il est fort probable que ce soit adossé à du stockage. Donc, il va y avoir certainement un phénomène d'amplification de la demande, en tout cas. Donc, ça, c'est pour la partie batterie physique. Il y a la notion de backup qui rentre en ligne de compte. On en fait de plus en plus. La demande a toujours été présente parce que les gens ont ce fantasme aussi d'autonomie totale, hein. Ils pensent qu'ils ont des panneaux et qu'ils vont être complètement coupés du réseau. Alors, sans backup, c'est impossible, puisque de toute façon, la norme VDE impose aux onduleurs de se couper en cas de coupure réseau. Par contre, avec un backup, bah, c'est plus le cas. Par contre, c'est pas le même travail, hein. Une isolation de la maison, enfin de la partie électrique au réseau, changement du régime de neutre. Voilà, c'est un petit peu différent, c'est pas le même budget, mais ça se démocratise de plus en plus, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ressentent, alors c'est plus dans la tête qu'autre chose, mais ils constatent des micro-coupures de quelques minutes à quelques heures dans l'année et ils veulent se rendre complètement autonomes. Donc aujourd'hui, les solutions sont un peu plus économiquement intéressantes, donc c'est vrai que on le constate, ça se démocratise de plus en plus. On a des choses qui vont arriver aussi. La batterie de stockage va être aussi un vrai phénomène pour l'année prochaine. On parle de passage sur la tarification dynamique de l'énergie, donc avec voilà, le Linky, je crois qu'il peut gérer jusqu'à 11 tarifs. Il va y avoir ce qui se passe déjà au Danemark, ce qui se passe dans d'autres pays. Il y a des variations du coût de l'énergie, donc il faudra être capable à terme de venir soit délester, de faire de l'effacement, c'est-à-dire couper les équipements énergivores à ce moment-là pour ne pas payer trop cher, soit de se servir de la batterie comme source d'énergie moins coûteuse que le réseau. Donc ça, c'est aussi une chose qui va être un gros levier pour le stockage. Beaucoup de fabricants sont déjà prêts pour cette gestion de la tarification dynamique. Les bornes de recharge, bah, bien sûr, c'est dans l'air du temps, même si voilà, le marché est ce qu'il est au niveau de l'automobile, hein. Il a pris une petite claque, le marché de l'automobile électrique également. N'empêche que voilà, on y va droit. Donc le solaire et la voiture électrique, ça peut marcher de concert. Ça dépend aussi du profil client, du type de véhicule et puis de l'installation solaire. Nous, ce qu'on installe, c'est que des bornes connectées, c'est-à-dire qu'elles sont
Elles sont en lien, elles font de la lecture de surplus et on peut imposer le véhicule à se charger que sur du surplus. C'est une solution pertinente parce que si on charge une voiture 3 fois dans la semaine, en général, ça suffit. C'est-à-dire le week-end quand la voiture est sur le parking. Et le mercredi, souvent, c'est la journée des enfants. Donc, il y a souvent une personne qui ne travaille pas et c'est le moment de faire le plein. Le reste du temps, on est au travail, donc la voiture ne peut pas se charger sur le solaire. Mais on constate que ça marche très, très bien et c'est relativement économique pour le client. Il y a la bidirectionnalité qui devrait se mettre en place gentiment en France. Alors, il y a véhicule to grid, véhicule to home. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Renault a bien pris le pas sur cet aspect-là, mais ça va bouger. Et ça aussi, ça va être une solution pour prendre le véhicule électrique comme étant une power bank, quelque chose qu'on déplace avec nous comme un téléphone portable. Et votre énergie, ben, on la trimballera du boulot à la maison, chez les amis, on pourra la revendre. Enfin, il y aura plein de choses qui vont arriver. C'est plutôt passionnant, moi, je trouve, mais ça va pas assez vite là-dessus à notre goût. Mais ça, encore une fois, c'est assez politique, puis c'est très normalisé, donc ça va venir. Et le dernier point, ben, on en a parlé tout à l'heure, c'est le pilotage des charges. Euh, ben, l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas, comme on dit toujours. Donc, c'est déjà de limiter les consommations en les pilotant. Et puis, si on peut les faire démarrer au moment où il y a une production solaire euh, avec des seuils, c'est-à-dire déclencher à partir des seuils des équipements qui sont pertinents, bah, on optimise l'autoconsommation, son taux d'autoconsommation, et à partir du moment où on consomme ce qu'on produit, de toute manière, le kilowattheure devient extrêmement rentable. Donc, on améliore la rentabilité du projet. Le très bon exemple, c'est l'eau chaude sanitaire, puisque si on déleste dans l'eau chaude, de toute façon, l'eau chaude, on en a besoin tous les jours. Donc, si on pousse le maximum d'énergie dans ce stockage sous forme d'accumulation thermique, eh bien, c'est un moyen très efficace de faire du stockage sans forcément mettre une batterie derrière au lithium. Donc, voilà pour cette partie-là. Ensuite, il y a la tendance du marché. Alors là, c'est plus une vision terrain. Je pense que chaque région, chaque installateur de chaque région aura sa vision. Auvergne-Rhône-Alpes étant une région très dynamique dans le photovoltaïque, on n'est pas les plus à plaindre, je pense, mais on sent quand même une grosse tendance quand même. Donc, on va pas se mentir, il y a une vraie baisse de la demande en ce moment qui sont liées à plein de choses, des inquiétudes, un climat géopolitique qui est un peu tendu, un climat économique où les gens sont très inquiets pour la suite de leur carrière, de leur poste, etc. Donc, il y a une petite réticence à investir en ce moment, un peu comme dans l'immobilier en quelque sorte en ce moment. Donc, tout ce qui touche le bâtiment, de manière générale, la rénovation, on sent quand même une certaine baisse et le photovoltaïque ne passe pas à travers. Donc, ça, c'est vraiment la période du moment. Il y a cette baisse aussi tarifaire là, que j'ai remis en avant, là, c'est issu du site photovoltaïque.info, donc à 4 centimes le kilowattheure en surplus et une prime qui a été baissée également. C'est un message qui n'est pas très positif. Les gens se disent, bah, je ne comprends pas, l'État, je croyais qu'on favorisait le photovoltaïque, mais on baisse les subventions, les primes, tout ça. Donc, ça met un discours, comme disait Lara, un peu schizophrénique en mode, on veut aider cette filière-là, il paraît que c'est bien, mais pourquoi on ne privilégie pas? Ça doit cacher quelque chose. Voilà. Donc, tous ces petits trucs font que les gens se posent beaucoup de questions. En contrepartie, bah, ce qui est aussi négatif, c'est qu'on a un phénomène d'installateurs qui sont un peu en difficulté sur le volume d'affaires et ça implique forcément une baisse des prix sur le marché. Donc, nous, on se retrouve souvent en concurrence avec un ou deux, voire trois installateurs sur le même projet résidentiel. Sur le pro, ça peut être beaucoup plus. Finalement, ça devient la guerre des prix, mais il faut se fixer une ligne de conduite. Il vaut mieux perdre un projet que de se mettre trop bas et ne plus avoir de rentabilité et puis ne plus être de ce monde l'année prochaine. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Il y a un vrai prix marché, puis il faut s'y tenir, une réalité économique. Euh, Là, il y a quand même des belles perspectives, on en a parlé tout à l'heure, avec la TVA 5.5 qui arrive. Donc, c'est très positif pour fin d'année, début d'année prochaine. Par contre, en attendant, les gens qui sont déjà au courant, parce qu'il y a une grosse communication qui a été faite, cet effet d'annonce est déplorable parce que finalement, les gens attendent, quitte à mettre du stockage, vu que c'est la tendance du marché, je vais attendre la TVA 5.5 tant qu'à faire. Donc les gens se projettent. Nous, on a énormément de devis qui sont en attente de signature, mais qui vont être reportés à octobre. Alors, on pourra anticiper un peu, mais voilà. Donc ça fait moins de boulot pour maintenant. Mais en attendant, il faut faut passer la vague, le creux de la vague. Et il y a la sortie de l'Arène donc en janvier 2026 qui fait aussi que les tarifs. Alors, l'UFC Que Choisir avait annoncé une estimation de plus de 20% du coût de l'énergie suite à la sortie de l'Arène.
J'ai lu que la commission de la régulation de l'énergie, la CRE, parlait de bah, ce sera peut-être plus 30 que 20 finalement. Donc voilà, c'est que des effets d'annonce, mais c'est pas dans leur intérêt de dire ça. Donc c'est ça aussi, quand l'énergie augmente, ça pousse les gens à se rapprocher de ce qu'on fait. Donc ça va être plutôt un bon levier. Si avec la TVA 5,5 à la même période et le stockage qui est en baisse, bon, on a des belles perspectives à venir, en tout cas sur 2026. Et l'évolution aussi des mœurs de consommation, donc l'ACC, donc l'autoconsommation collective, qui arrive en grande pompe en France. Ça aussi, c'est un nouveau modèle de consommation qui est différent de la batterie virtuelle, mais ça aussi, on y croit dur comme fer parce que c'est quelque chose de vertueux, de très logique. Et c'est des choses qui vont vraiment booster le marché. Et puis ça va créer un phénomène de communautaire, donc les gens vont se passer l'information et le commerce va se faire, pas tout seul, mais en tout cas, il va être très stimulé par ce système-là. Et puis il y a la notion d'effacement, les agrégateurs qui vont pouvoir acheter l'énergie, qui vont pouvoir faire de la gestion de batterie à distance. Il y a plein de choses qui sont en train d'arriver. Et bah, tout ça donne des possibilités sans trop de limites. Donc on est quand même sur un très beau marché avec une évolution sympathique, aussi technique que commerciale. Donc il faut s'accrocher, il faut juste passer ce petit creux de vague là où ils nous ont tous sabotés, mais c'est qu'une question de mois. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup, Julien, pour cette présentation très, très complète et puis très, très concrète aussi du métier d'installateur et du quotidien chez Smarto. Il nous reste 15 minutes pour ce webinaire sur le temps sur lequel on s'était engagé à vous parler. Je vous propose que je présente rapidement du coup la formation installateur photovoltaïque qu'on dispensera à l'ASDER à partir de janvier prochain et on laissera une dizaine de minutes pour les questions. Euh, donc nous, aujourd'hui, ce qu'on prévoit à l'ASDER pour la formation, c'est une formation donc, en 8 mois, à l'issue de laquelle vous pourrez exercer donc, les métiers d'installateur-poseur, hein, comme on l'a décrit, comme Julien l'a décrit juste précédemment. La possibilité aussi de se monter en tant qu'auto-entrepreneur, en artisan du photovoltaïque, hein, même si c'est effectivement un projet à part entière que de devenir son propre chef, son propre patron. Ça vous permettra également aussi d'exercer en tant que poseur pour des grandes centrales au sol, des grands ensembles, où là les lots sont un petit peu plus divisés et vous faites pas forcément et de l'électricité et de la pose, mais plutôt l'un ou l'autre. En tout cas, à l'issue de ces premières années en tant qu'installateur-poseur, il y a des évolutions qui sont possibles vers des postes de chef d'équipe, à l'issue de premières expériences réussies, ou bien après d'experts qui réalisent notamment les visites techniques dont parlait Julien tout à l'heure. C'est des choses qui sont tout à fait envisageables. Les employeurs, hein, vous l'aurez compris, donc c'est les installateurs, les entreprises du second œuvre qui sont d'ores et déjà spécialisées en clim, chauffage, des EPCistes. Les EPCistes, donc c'est les structures qui en fait vont réaliser les grandes parties chantiers pour les centrales de grande envergure. Et puis après des grands groupes historiques de la construction, du second œuvre ou de la distribution qui se diversifient. On a Carrefour, pour ne pas les citer, qui notamment s'est engagé là-dessus, ou bien des fabricants de menuiseries et fenêtres. Triba qui s'est développé en devenant Triba Solar. Voilà, il y a plein de choses qui arrivent aussi sur le marché et qui seront source d'embauche pour la suite. Sur la formation en elle-même, comment est-ce que ça va fonctionner à l'ASDER? C'est une formation métier. Donc c'est une formation qui est très pratique. Elle est censée être relativement complète. Donc elle est divisée en 3 blocs. Le premier, c'est la mise en place et la sécurisation d'un chantier en toiture. Donc vous allez apprendre à monter, démonter un échafaudage et travailler sur corde, notamment. Le deuxième bloc de compétences, c'est un bloc pour apprendre le geste de la pose et le raccordement des panneaux entre eux. Et le troisième et dernier bloc, qui a toute son importance également, c'est la mise en service de l'installation et l'explication du système de supervision au client, comme l'expliquait Julien tout à l'heure, sur quel type d'interface vous allez pouvoir surveiller, comment votre production, etc. C'est des choses qu'il va falloir être capable de transmettre au client après avoir installé correctement le setup sur lequel il voulait se raccorder. Concrètement, donc à l'ASDER, on formera avec 2 sessions par an. La prochaine rentrée, donc c'est le 5 janvier 2026. On s'y prend un petit peu tôt, hein. Mais bon, ça va passer vite hein, jusqu'à la fin de l'année. Donc, ce sera des formations qui comprendront 8 à 12 personnes, apprenants, apprenantes. C'est une formation qui est certifiante. En fait, elle vous permet ensuite d'être détenteur d'un titre RNCP. RNCP, c'est le Registre national des certifications professionnelles. Et son petit matricule dans les détails, c'est le numéro 402-86. Donc, vous pouvez le retrouver sur le site France Compétences, qui vous permet ensuite d'avoir tout le détail du référentiel pédagogique et les blocs de compétences détaillés que j'ai évoqués précédemment. C'est une formation qui est éligible selon plusieurs dispositifs de financement, à commencer par le CPF, mais on fonctionnera aussi avec Transition Pro ou avec France Travail notamment.
Donc c'est l'apprentissage par le geste, hein, je le disais tout à l'heure, avec des mises en situation pratiques. Et ça inclut quatre certifications. Donc il y aura la certification travaux en hauteur, travail sur corde, la certification électrique BRBP et le complément PV, la formation secouriste au travail, donc sauveteur secouriste au travail SST formation initiale, et la quatrième certification qui est donc une autorisation à conduire des petites nacelles élévatrices, donc que ce soit des nacelles ciseaux ou avec un bras télescopique déporté, qui permet de préparer ensuite au CACES. Vous, en tant qu'installateur dans les entreprises, ensuite par la suite, vous n'allez pas a priori conduire beaucoup de ces engins-là, puisque c'est plutôt des personnes plus expérimentées qu'il faut en première approche, mais au moins vous aurez le bagage initial pour pouvoir ensuite passer le CACES a posteriori quand votre entreprise décidera de vous former et vous faire monter en compétences dessus. On fera intervenir différentes personnes, bien sûr, tout au long de la formation, et ce sont tous des pros dans leur domaine. Sur la formation, donc je ne vais pas m'étendre beaucoup, hein, mais donc ce que vous avez à l'écran, c'est une photo de la toiture pédagogique sur laquelle vous allez entre autres pouvoir évoluer. Donc c'est une toiture avec une pente de 45 degrés quasiment, hein, donc conditions presque réelles, mais c'est quand même une toiture école avec des garde-corps, des points d'ancrage, etc. Sur le centre qui se trouve à côté de l'ASDER à Chambéry. Et puis, on inclut également dans la formation des chantiers pédagogiques qui comprennent donc une installation complète de la préparation du chantier jusqu'à le rangement post-mise en service sur des bâtiments dont on dispose au sein de l'ASDER. Donc, il y a du bac acier, il y a de la toiture végétalisée, il y a des toitures de maisons, de vraies maisons. Vous aurez l'occasion de le découvrir si ça vous intéresse par la suite. Il y a des évaluations écrites régulières également, en formation, en évaluation continue, et un examen pratique en moitié et fin de parcours. Et le calendrier prévisionnel, donc pour finir, donc c'est un calendrier qui démarre au 5 janvier à la rentrée. Vous avez en bleu les heures qui se déroulent en centre à l'ASDER, où vous allez être avec nous. Et puis en jaune, donc les volumes horaires qui correspondent aux heures en entreprise. Donc au total, on démarre en janvier, on finit en septembre, 440 heures en centre, 630 heures en entreprise et un peu plus de 1000 heures de formation au total pour la première session qui démarre le 5 janvier 2026. J'en ai terminé pour ma part. Il nous reste 10 minutes de questions-réponses, pardon. Je précise que ce webinaire, c'est un premier webinaire métier. Le 16 septembre prochain, vous pouvez déjà prendre date si vous le souhaitez. On fera un webinaire plus axé sur la formation en elle-même, qui est dispensée au sein de l'ASDER. Donc là, je vous propose qu'on dédie plutôt le temps de questions-réponses à l'intervention de Julien notamment et à la mienne sur le contexte réglementaire et sur le métier pour profiter de sa présence. Si vous avez des questions sur la formation, bien sûr, on y répondra quand même, hein. Voilà. Le micro est à vous. Bonjour, je préfère parler en premier avant que les gens y viennent. Vous m'entendez? Oui, Allô? oui, on vous entend bien. Ah, Vous nous d'accord, oui. entendez aussi? D'accord, bah, au fait, j'ai bien suivi votre présentation par l'intervention aussi beaucoup plus de l'entreprise Smartoo. En tout cas, j'ai bien apprécié. Et aussi le contenu de votre formation. Voilà, les différentes étapes. Mais par contre, ce que je n'ai pas vu, c'est le coût de la formation. Je ne sais pas à combien elle est estimée. Effectivement. Le prix de la formation, il est aujourd'hui estimé à 9600 euros. OK. Donc là, il y a divers organismes et divers dispositifs de financement qu'il est possible de mettre en place en fonction de votre profil pour qu'il soit pris en charge. Mm. Oui, évidemment, j'ai bien vu que c'est éligible au CPF, par France Travail et autres. Bon, d'accord. Du coup, bah, pour la petite histoire, il y a, je pense, un an passé, moi, j'avais fait cette formation de pose de module PV au Mhm. centre INES, donc l'Institut national de l'énergie solaire. Oui, J'avais eu à faire cette formation, mais après, bah, c'était juste en une journée. Au fait, voilà, la formation était juste en une journée, où il y avait aussi un plateau technique, ainsi de suite. Mais c'est juste que moi, j'aimerais bien approfondir. Donc, voilà quoi. Bon, par exemple, en prenant de la conception. Et aujourd'hui, bah, j'arrive à travailler sur des logiciels de calcul de productibles. Par exemple, PV6, l'outil AutoCalSol que j'arrive à manipuler. Évidemment, moi, ce que je souhaite, bah, c'est comme vous l'avez montré, faire une formation à longue durée, une formation sur une longue durée bah, qui va me permettre de bien vraiment maîtriser pardon, de bien vraiment maîtriser l'art de la mise en pause des modules photovoltaïques, quoi.
D'accord, bah effectivement, je pense que c'est intéressant. Les candidatures, enfin la période de recrutement est ouverte pour la prochaine OK, session. d'accord. Donc vous pouvez d'ores et déjà candidater sur le site web de l'ASDER, sur la page dédiée à la formation. Et OK, ensuite, comme ça, on aura le temps d'échanger plus en avant sur votre profil, vos attentes, votre projet professionnel et vos motivations. OK, ça marche. Merci, merci pour vos réponses. Merci à vous. Merci à vous. Si personne prend la main, dans le chat, il y avait une question, une réflexion de François qui dit qu'il lui semble qu'il y a un arrêté récent qui vient de supprimer l'obligation d'équiper une partie en PV sur les parkings de plus de 1500 mètres carrés. Est-ce que ça vous Euh, parle? alors, il faudrait que je regarde dans les détails, mais pour ma part, j'en suis pas à ce niveau-là de connaissances sur le sujet. Je sais pas si toi, Julien, tu as un peu plus de visibilité là-dessus précisément, mais peut-être que si François est là, il peut nous préciser sa question ou sa remarque. Peut-être que c'était un autre François alors qui n'est plus là. Ouais. Ah, si, ça y est, il y a une prise de parole. On vous écoute? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, Oui. J'arrive pas à allumer ma webcam. Je suis pas le François qui a posé la question, mais j'ai une Ah, autre d'accord. question. Ok. J'aurais voulu savoir pourquoi on s'obstine tant en fait à vouloir mettre les panneaux sur le toit, surtout aujourd'hui où il s'avère que EDF leur achète que des clopinettes. Ouais, voilà. Je voulais savoir pourquoi on s'obstine tant à prendre tant de risques, à surchauffer la couverture, à faire des trous dans la maison. Enfin voilà, je voulais savoir un petit peu pourquoi on s'obstine tant à vouloir les mettre en hauteur, si ce n'est pour la question de réduire les masques. Mais en dehors de ça, je vois très peu d'avantages en fait à vraiment aller les mettre sur le toit. Julien, peut-être que tu veux réagir? Bah, il y a déjà cet aspect, oui, de hauteur qui permet d'éviter certains masques par rapport à la végétation, surtout. Après, bon, ça, c'est des choix qui ont été faits, malheureusement, on n'a pas, on est contributaire à des choix. Après, l'autre aspect, il y a énormément de surface à exploiter en toiture. Et je pense, hein, que ça a été un peu limité au sol par rapport au fait avant comment dire, contourner des espaces qui pourraient être dédiés à l'agriculture. Je pense que voilà, le choix a été fait de d'abord exploiter des bâtiments au préalable. Je pense que c'est plutôt cette notion-là qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Alors par contre, c'est en train d'évoluer. Il y a l'intégration aussi paysagère qui est importante. Un bâtiment, de toute manière, par définition, c'est créé par l'homme. C'est vrai que créer des grands champs solaires, il y en a de plus en plus, hein, mais ouvrir les vannes à fond, je pense que la gamberge, elle était autour de ça, quoi, de limiter, de partir dans tous les sens et se retrouver avec un paysage complètement dénaturé. Mais là, il y a une modification. Là, j'ai reçu encore des infos là ce matin pour les installations au sol. Donc, il y a un nouvel article là, du Code de l'énergie qui est modifié, qui permet d'ouvrir les dispositions aux installations au sol, donc fixes ou équipées d'un tracker. Donc, à partir du 8 juin 2025, les installations solaires au sol peuvent bénéficier de l'obligation d'achat si la puissance crête est inférieure ou égale à 200 kg. Ça, on l'attendait, mais ça va être assez. Bah, ça y est, c'est lancé, apparemment, depuis ce matin, là. Donc, on va pouvoir installer au sol des choses de manière un peu plus, enfin, beaucoup plus facilement. D'accord. Euh, C'est vrai que pour moi, c'était le critère que je retenais parce que EDF obligeait jusqu'à maintenant, en tout cas jusqu'à aujourd'hui visiblement, à les installer justement en toiture pour pouvoir faire de la revente. mhm. Alors, d'après ce que vous dites, visiblement, à partir d'aujourd'hui, ce serait peut-être plus le cas. Ouais, ça y est. Bah, en fait, c'était dans les tuyaux, on attendait, mais là, apparemment, c'est à partir du 8 juin. Donc, on est le 10, donc oui, c'est rétroactif là. Et du coup, ça y est, c'est lancé. Donc, on le savait que ça allait arriver, donc il faut se préparer parce que de tous les cas, oui, il va y avoir on prend le cas des entreprises. Nous, on est contraint, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé dans la présentation, mais il y a des études, euh, faire des études de structure sur les bâtiments existants, et souvent les bâtiments sont anciens, puis Hmm. les normes ont changé, donc on se retrouve avec des bâtiments qu'on ne peut pas équiper parce que les renforts beaucoup, beaucoup, beaucoup trop chers.
où les toitures sont amiantées, ou voilà, il y a plein de choses qui peuvent être pénalisantes pour le client financièrement, et il y a plein de projets qui sautent comme ça. Là, le fait de pouvoir, une entreprise qui est dans un terrain, une zone industrielle, qui a toujours un peu de terrain autour, de pouvoir lui intégrer 50 kilos au sol, bah, finalement, là, avec ce nouveau décret, là, on va pouvoir installer voilà, ça va simplifier la donne. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. D'accord, ok. Parce que bon, au sol, on peut les nettoyer, on peut les protéger de la grêle si on sait qu'il y a une alerte qui arrive, voilà. Alors que bon, aller les protéger sur le toit, c'est pas aussi évident. Une fois qu'ils sont grêlés, ils sont grêlés. Donc après, il faut passer par l'assurance, etc. Enfin, il y a plein pour moi, pour moi, il y a plein d'avantages qui font qu'au sol, c'est quand même beaucoup plus pratique et beaucoup plus logique. Pour vous, c'est aussi beaucoup moins cher. Le devis, il est quand même bien moins élevé. Enfin, à mon sens, il y a quand même beaucoup d'intérêt à les mettre au sol que sur la toiture. Mais, voilà. Après, il y a une réalité aussi, dans la continuité de ce que je disais, c'est des entreprises où la toiture n'est pas exploitable. Euh, on va intervenir sur le sol, mais il y a le coefficient d'occupation du sol aussi à prendre en considération. Donc, on peut être limité aussi par ça. Ou même il y a encore de la place à exploiter dans le COS. Là, j'ai le cas d'une entreprise où il aimerait bien utiliser sa surface, mais au final, il ne se rendait pas compte la quantité de panneaux qu'il fallait pour combler une bonne partie de sa conso. Et le projet est tombé à l'eau parce qu'il m'a dit, ben, en fait, je vais vendre mon entreprise à ma retraite. Moi, je veux pas que le futur acquéreur soit bloqué dans l'évolution du bâtiment parce qu'il fera des extensions, ce qui se fait du stockage, notamment. Et il m'a dit, bah, les panneaux, ça va me bouffer de la place pour construire un bâtiment qui est la principale source de revenus. Et donc, ça s'est pas fait pour ça. Alors que, voilà, donc c'était en autoconso. Donc, ça peut être aussi bloquant par rapport au coefficient d'occupation des sols. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte. Ça n'a peut-être pas tout révolutionné, cette loi, c'est pour ça qu'on ne saute pas au plafond non plus, mais c'est à prendre en compte. D'accord. Après, c'est vrai que je raisonnais pour le particulier, on va dire. Voilà. Ah, pour le part, c'est différent, ouais, je suis d'accord. Ouais. Ouais. Je raisonnais surtout de ce point de vue-là. Voilà. Il est possible de poser une question, si Bien vous sûr. m'entendez. Oui, on vous entend. Euh, Allez-y. bon, est-ce que le volet matériel d'occasion, de récupération ou rénové, je ne sais, est évoqué dans cette formation? Et est-ce que c'est un sujet qui peut être intéressant? Tout à fait, tout à fait. C'est un sujet qui peut nous intéresser puisque, comme je le disais, hein, on va former des personnes qui derrière interviendront de l'échelle de petite puissance, c'est-à-dire au niveau des maisons individuelles particuliers, jusqu'à des grandes puissances où là, le sujet de l'occasion sera peut-être un peu plus délicat à aborder. Mais nous-mêmes en formation, on va travailler avec du matériel que certains de nos partenaires peuvent nous fournir à titre gracieux pour soutenir la formation et qui est du matériel d'occasion sur lesquels vont pouvoir se former nos apprenants et nos apprenantes pour derrière arriver en entreprise et être capable d'avoir la bonne maîtrise du geste sur du matériel neuf. Mais il y aura une première sensibilisation à ça via la formation. Et ensuite, il y aura effectivement tout un bloc de compétences qui sera à acquérir sur la culture générale du photovoltaïque et sur le recyclage des panneaux photovoltaïques notamment, hein. Ça, c'est des petits modules théoriques qui seront dispensés au cours de la formation. Et au cours de ce module-là sera aussi abordée la notion de réutilisation ou non du matériel, puisqu'après, il faut quand même se conformer aussi à certaines exigences et normes réglementaires, comme l'expliquait Julien tout à l'heure, hein, pour cocher un certain nombre de cases et pouvoir ensuite être assuré correctement et bénéficier des tarifs de revente de surplus aussi. Mhm. D'accord. Est-ce que vous savez, par expérience, si ces formations peuvent être prises en charge par euh, AGFIS, par exemple? Alors, je connais pas ce dispositif-là. Ah, La bah, GFIP? c'est le fond, c'est le fond AGFIS, c'est le fonds, c'est le fonds de professionnels, de formation professionnelle des entreprises, auquel, en tout cas, moi, Ok, j'adhère. ok. D'accord. Bon, c'est une question à creuser et effectivement, directement avec cet organisme, moi je regarderai aussi de mon côté ce qui est possible. J'avoue Ok. que à ce jour, j'ai pas eu de personnes qui ont bénéficié d'un financement avec la GFIS en particulier que je ne connaissais pas. Mais voilà, certains OPCO, en fait, sont tout à fait enclins à financer, dans le cadre de plan de développement des compétences de l'entreprise, des formations qui sont certifiantes. Donc, par exemple, dans le bâtiment, on a Constructis, entre autres. Essentiellement, oui, effectivement. Vous avez quoi, pardon? J'ai pas compris. L'OPCO Constructis.
Ah, d'accord. Ça dépend de chaque entreprise. Oui, Je donc je m'en suppose qu'il faut déjà avoir un devis de votre part et faire la demande à l'OPCO. La première des oui, c'est déjà de candidater et après, effectivement, de se renseigner auprès des différents organismes, ce qui sont aptes à financer ou pas comme type de formation. Mhm. Effectivement. Voilà. On va peut-être prendre une dernière question, hein. Je suis navrée, le temps file et on aimerait pouvoir débattre plus longtemps, mais on a le temps pour, je pense, une dernière question s'il y en a une. Je vois qu'il y a une main levée. Oui, merci. Bonjour. Ouais. Bonjour. Ma question, c'était sur l'évolution de, euh, de la, de l'usage du photovoltaïque, dans le sens où on a vu que les prix de rachat sont assez ridicules maintenant. Quel est l'intérêt pour un particulier de pour un particulier ou autre de se faire installer une installation? Est-ce que c'est encore vers le particulier ou plutôt vers le tertiaire ou l'industrie que ça va aller? Euh, et je pensais à ça notamment par rapport à l'usage de la batterie. Alors moi, j'avais l'impression que les installations de batterie, c'était notamment lié parce que c'était plus très intéressant de revendre son électricité. Pour le coup, il valait mieux donc installer des batteries et l'utiliser soi-même. Je sais pas. Et vous avez parlé de l'autoconsommation collective. Euh, quelle est votre vision de, de l'évolution du Julien, photovoltaïque? peut-être que tu veux développer en première approche? Oui, alors oui, avec cette baisse de tarifs de rachat, là, de surplus, c'est sûr que l'intérêt est très limité maintenant surtout que c'est très engageant parce que c'est un contrat de 20 ans, sachant que dans les 20 prochaines années, il va se passer plein de choses. Donc c'est sûr que les gens auront peut-être envie d'exploiter leur surplus différemment que les années à venir. Nous, en toute transparence, on reste sur de la revente de surplus des FOA au-dessus de 9 kilos, puisque le tarif change, il devient presque au double. Donc il reste intéressant. Et puis avec l'économie d'échelle, une grosse installation, il y a quand même un gros intérêt économique. En dessous, sur les puissances plus modestes, 3-6 kilos, on va dire, on a tendance à basculer sur de la batterie virtuelle, tout simplement. Déjà parce que c'est sans engagement, et de deux, on arrive sur des choses qui sont assez viables économiquement. Euh, et là, de plus en plus, que la batterie physique qui fait que le client stocke sa propre énergie. Le coût du kilowattheure stocké, d'après nos calculs, on était sur du 16 centimes, 16-17 centimes à peu près, sur la période de garantie de la batterie qui est de 15 ans en général sur les produits qu'on exploite. Donc on est quand même bien moins cher que ce que propose, enfin, ce qu'on retrouve chez nos fournisseurs d'énergie. Donc oui, la batterie physique est rentable, est viable, enfin. Maintenant, c'est un investissement de départ qui peut être lourd pour certains foyers, donc les choses peuvent se faire en second temps. Et quand c'est pas le cas, quand ils peuvent pas le financer tout de suite, enfin, s'ils peuvent pas investir, ce qu'on fait, c'est que oui, on les bascule sur la batterie virtuelle, sachant qu'ils peuvent se désinscrire quand ils veulent de ce système-là. Et là, on n'a plus cette notion, on n'est plus rattaché à qui que ce soit, et le coût du kilowattheure reste très, très intéressant, et le surplus va être stocké, donc c'est vraiment ouais, l'approche du moment là. Mm. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, oui, en partie. Je pensais notamment à l'autoconsommation collective. Je sais pas si c'est quelque chose qui est très demandé ou ça va évoluer de plus en plus vers ça ou pas. Mm. Ça, ça Euh, va, ça va être ça va s'accélérer, hein. Là, on est vraiment au balbutiement. Il y a des projets qui sont déjà en cours sur différentes régions. Ce qui est intéressant, c'est vraiment cette notion de partage d'énergie et au prix le plus intéressant pour tout le monde. Il y a des contraintes quand même, c'est la facturation en temps réel, hein. C'est cette gestion de clé dynamique avec Enedis. Donc il y a quand même, c'est pas rien. Bon, on est sur des technologies aujourd'hui qui le permettent, mais c'est contraignant et il faut aussi le démocratiser. Ça va être très long parce que déjà que le solaire, tout le monde ne comprend pas grand-chose. La batterie, ça fait peur. Alors, le stockage virtuel, je ne vous en parle pas. Si on parle de communauté d'autoconso collective où l'énergie va transiter, va être mesurée d'un côté, facturée de l'autre, il va y avoir un gros travail de démocratisation qui va être très lourd. Et il y a aussi la contrainte sectorielle, c'est-à-dire que de 0 à 10 km, on peut intégrer une communauté, mais en zone rurale, et au-delà, jusqu'à 20 km,
Non, c'est l'inverse. De 0 à 10, c'est en urbaine et au-delà, jusqu'à 20 km, c'est rural, mais tout dépendra si vous êtes sous le même transfo sur les lignes. Voilà, il y a plein de petites subtilités comme ça à prendre en compte. Tout ça est en train de se démocratiser. Il y a quelques boîtes qui le gèrent très bien, tous ces systèmes de gestion de facturation. Mais ça se met en place, mais pour moi, c'est l'avenir. Et surtout qu'on va pouvoir enfin lier concrètement les industriels et les particuliers. C'est-à-dire qu'il y a un gros industriel qui ne travaille pas le week-end, va pouvoir pousser son énergie à plein de particuliers qui sont chez eux pour charger leur voiture, etc. Tout en étant au local. Donc déjà, il y a cette notion de transport d'énergie, moins de pertes en ligne, etc. Et puis, ben, c'est de l'instantané, quoi. La batterie virtuelle, c'est pas forcément instantané d'ailleurs. Je vous propose qu'on s'en tienne là pour aujourd'hui. On va vous libérer, Julien. En tout cas, merci beaucoup pour ta participation et pour tes apports. Pour la suite, donc je vous ai mis dans le chat le lien vers la page de référence de la formation ASDR dans laquelle vous avez aussi nos contacts pour pouvoir nous poser des questions sur la formation ou bien sur même ce qui vient de se dire également, hein, n'hésitez pas. Et puis ce webinaire sera également accessible en replay. On vous transmettra le lien si ça vous intéresse pour que vous puissiez le partager ou le revoir s'il y a des points que vous souhaitez approfondir. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne après-midi à toutes et tous.